23 janvier 2022, Aubagne. C'est dans l'air sec et froid d'Aubagne que les Bleus entament une nouvelle aventure. Ce n'est pas un simple stage d'entraînement, c'est un véritable plongeon dans l'inconnu. Pendant 10 jours, l'équipe de France de rugby s'imprègne des valeurs de la Légion étrangère. Cohésion, dépassement de soi, discipline. Pas question de se contenter du confort de Marcoussis. Fabien Galtier et son staff veulent durcir les hommes, les rendre imperméables à la pression et forger un groupe prêt à affronter toutes les tempêtes. Depuis 12 ans, le grand chelem leur échappe. Mais cette fois, tout semble aligné pour qu'ils puissent enfin briser la malédiction. Leur exploit retentissant face aux All Blacks, quelques mois plus tôt, a réveillé les espoirs et galvanisé tout un pays. Mais attention, une victoire contre les Blacks n'est rien sans confirmation. Ce tournoi destination doit être celui de la consécration. Fabien Galtier introduit un atout inédit dans la préparation des Bleus, les données. Chaque mètre parcouru, chaque impact, chaque décision est désormais mesurée, analysée. Les performances des joueurs sont disséquées pour optimiser chaque détail. Exemple marquant, le calcul du nombre de mètres parcourus par minute, une donnée clé pour jauger l'intensité, une approche révolutionnaire dans le rugby. Avec la data. Je suis avec la data. Donc on a une idée. Le match contre les Blacks, c'était 116 mètres par minute au dernier match. En général, c'est entre 112 et 116, ça dépend le terrain, la météo. Et donc nous, on cherche à travailler à 140. On se met dans des conditions plus difficiles que le match. On fait de l'entraînement et plusieurs que le match. Mais ce n'est pas tout, les stratégies s'adaptent. L'équipe mise davantage sur une fameuse dépossession. C'est moins énergivore de rendre la balle à l'adversaire et d'aller défendre chez eux plutôt que de se fatiguer à attaquer. Chaque choix est dicté par l'analyse collective et le vécu des joueurs. Le staff parle même de capital sélection. Un indicateur qui mesure le nombre de sélections moyennes et le vécu que les joueurs ont en commun. Tout est pensé pour transformer le potentiel de cette équipe et atteindre l'objectif ultime, gagner le Grand Chelem 2022. Puis la Coupe du Monde. Le calendrier du tournoi est en leur faveur, 3 matchs à domicile et 2 déplacements. Un atout précieux pour une équipe en quête de régularité. Pourtant, un coup dur frappe rapidement. Mathieu Jalibert, l'un des deux ouvreurs, est victime d'une déchirure musculaire. J'ai senti un coup sur une béquille que j'avais pris face au All Black. Donc voilà, j'attends de faire les examens, mais à première vue, c'est pas très rassurant quand même. Heureusement, Romain Ntamak, impérial contre les All Blacks, semble plus que prêt à prendre les rênes. L'optimisme reste intact. L'ouverture du tournoi se fera contre l'Italie au Stade de France. Nous sommes sur une série de 11 victoires consécutives contre les Transalpins. Mais la dernière désillusion contre les Italiens nous ramène à une période noire de notre rugby. 2013. On a préparé ce match avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, mais peut-être inconsciemment, on avait beaucoup plus de confiance en nous-mêmes. Il faut avoir beaucoup plus de détermination. Donc voilà, on a une semaine, comme on dit, il va falloir mettre le casque à pointe, voilà, il va falloir mettre le bleu de chauffe. Pas question de douter de ses forces. On ne sous-estime pas son adversaire, on le respecte. On doit être en mesure de battre les Italiens si nous voulons nous donner les moyens de nos ambitions. Alors que tout semble prêt pour ce premier défi, un coup de tonnerre s'abat sur le groupe. 2 jours avant le début du tournoi, Fabien Galtier est testé positif au Covid. Contraint à l'isolement, le sélectionneur va devoir tout gérer à distance. Mais une question brûle les lèvres. Et si d'autres joueurs étaient touchés ? Les derniers tests, prévus la veille du match, deviennent une source d'angoisse. Le samedi 5 février, le verdict tombe. Aucun autre cas positif. Soulagement. L'équipe peut enfin se concentrer sur l'essentiel. Entrer dans le tournoi avec une victoire nette. Il faut qu'on rentre, les gars, on y laisse tout. Et on sait pourquoi on veut ce qu'on veut faire de ce tournoi cette année. Là, il en a parlé de ce que c'est le Stade de France, le tournoi destination. Mais ça va être dès aujourd'hui, ça dès le coup d'un mois. Allez. Ouais. Le mec, c'est parfait. Action, les gars, action, action, action. 1, 2, 3. Aucun match de rugby n'est facile. Le match se joue sous une pluie diluvienne. Dès les premières minutes, les Italiens font mieux que tenir tête face aux Français. Melvin Jaminet, jeune arrière français, devient une cible privilégiée des Italiens. À la 16e minute, sous pression, Jaminet s'envole mais commet un en avant juste devant les 22 mètres français. La jeune garde italienne, emmenée par le talentueux Paolo Garbisi, exploite immédiatement cette erreur. Une passe précise mais en orbite Menoncello qui conclut avec sang-froid. Les Italiens frappent les premiers, 7-3 pour l'Italie. Touchés dans leur orgueil, les Français réagissent immédiatement. Sur une touche italienne mal exécutée, Anthony Jelonche, inarrêtable en 3e ligne, bondit sur une passe interceptée et s'envole vers l'embut.
Cet essai, fruit de son opportunisme, redonne confiance aux Bleus. À la 40e minute, le score est toujours serré, 11-10 pour la France. Un moment crucial, il faut frapper fort avant la mi-temps. C'est là que Gabin Villière entre en scène. Villière, dont l'agressivité et l'explosivité ont conquis le cœur des supporters, surgit. Sur une phase parfaitement orchestrée, il s'infiltre dans la défense italienne et inscrit un essai décisif. Le Stade de France explose. Melvin Jaminet transforme avec assurance, 19-10 à la mi-temps. Dans les vestiaires, Fabien Galtier, bien qu'isolé en raison du Covid, reste en contact permanent avec son staff. Au téléphone, il affine les réglages tactiques avec Sean Edwards, l'entraîneur gallois de la défense qui galvanise les troupes. On fait de précision, les jeux au pied est trop long, donc on est trop juste, on exporte bien les rentres au lieu de rester dans sa ligne, tu vois. Et sur les plusieurs, comme le terrain ça a l'air très humide, comme tu l'as dit, on joue systématiquement à la première plusieurs. Le mec, il faut qu'il vienne pas trop loin de ton tour. Counter-rucking, fantastic. Continue it. Okay, gratter, peut-être. Premier rock. Récupération après le line break, juste plus vitesse, plus vitesse. Qu'on gagne les collisions, il faut qu'on travaille plus vite, donc les centres ils peuvent se coller aussi. D'accord? Donc on cherche à jouer plus haut, donc il faut absolument qu'on arrive à occuper à jouer chez eux. Les gars, ce qu'on veut c'est action, action. Les Bleus reviennent sur le terrain avec d'autres intentions. Grégory Aldrit, impérial au centre du terrain, profite d'une erreur défensive italienne pour offrir une opportunité en or à Villière. Dans les petits espaces, c'est difficile. Le relais dans l'axe magnifique d'Aldrit pour Villière. Le fin de coup de pied et le doublé. Oh, c'est splendide. Gabin Villière, troisième essai en 2 matchs contre les Italiens. Et celui-ci, il se l'est fait tout seul comme un grand. Ce dernier, d'une feinte de coup de pied suivi d'un cadrage débordement, inscrit son deuxième essai, 23-10. Mais les Bleus ne s'arrêtent pas là. Yoram Moefana, tout juste entré en jeu, délivre une superbe passe décisive pour Damien Penaud. Il y a du soutien intérieur avec Antoine Dupont. Dupont pour Penaud. Le voilà, l'essai du bonus offensif inscrit par Damien Penaud. Son 14e essai international. Puis, à la 81e minute, un moment exceptionnel se produit. Gabin Villière s'offre un triplé sous les acclamations d'un Stade de France en délire. Un exploit qui le consacre comme l'un des hommes forts de cette équipe. Le 5e essai, 35-10 avant transformation. Et l'équipe de France ce soir sera en tête du tournoi d'ici cette première journée. Une victoire large, mais obtenue aussi dans la douleur. Car malgré le score, cette entrée en matière révèle des failles. Des failles qu'il va falloir corriger avant le choc face à l'Irlande. Dans les vestiaires, les joueurs expriment une satisfaction mesurée. Les premières minutes ont été un peu brouillonnes avec le temps d'appréhender un peu le vent, la pluie et on a été mis aussi sous pression par ces Italiens et on a réussi justement à corriger le tir en fin de première mi-temps en gardant le ballon et en allant derrière la ligne et ça nous a fait du bien juste avant la mi-temps. C'est un match compliqué, toujours les Italiens ils ont à cœur de faire un gros match contre nous. Très content, on a des bonus points, quoi, donc on est content, c'est un bon début de tournoi. Mais il y a toujours quelque chose à travailler là, mais c'est un bon démarre et on est très content. Et là, cette semaine, on va bien travailler parce qu'on a un très grand challenge cette semaine contre l'Irlande. La semaine prochaine, les Bleus vont devoir affronter une équipe d'Irlande en pleine confiance. Un véritable duel au sommet s'annonce. Ce sera un combat, mais également un test de leur capacité à vouloir viser plus haut. Sans surprise, Gabin Villière est élu homme du match. Non, pas grand chose, bien sûr c'est un profil individuel mais on sait bien comment les actions sont menées. Moi j'ai plus qu'à finir le travail au bout et derrière j'ai aussi fait quelques fautes donc voilà, je pense qu'on est beaucoup à mériter ce genre de trophée. Merci en tout cas. Son triplé a marqué les esprits, mais pour les Bleus, pas question de se reposer sur leur laurier. L'objectif est clair, basculer rapidement vers le prochain défi. Dans une semaine, l'Irlande débarque au Stade de France. Une équipe redoutable, elle aussi auréolée d'un succès contre les Blacks. Ce n'est pas seulement une rencontre entre deux prétendants au titre du Grand Chelem, c'est aussi une opposition de style. Les observateurs ne s'y trompent pas. Cette équipe irlandaise est l'une des mieux préparées du tournoi. Son système de jeu, en 1-3-3-1, est réglé au millimètre. Chaque pas est mesuré pour savoir si je dois lâcher le ballon ou le garder. Pour ce match tant attendu, la Fédération française de rugby a annoncé un Stade de France à guichet fermé. Dans les jours qui précèdent, les médias irlandais vantent le mérite de leur équipe, mais aussi l'exploit récent des Bleus contre les All Blacks. Les Bleus, conscients de l'ampleur de la tâche, ajustent leur préparation. Cette semaine, les charges d'entraînement sont allégées.
Après 10 jours intensifs avec la Légion étrangère et un combat éprouvant sous la pluie contre l'Italie, les corps doivent récupérer pour le rude affrontement qui s'annonce. 2 bonnes semaines assez intensives avec beaucoup de charges. Bon, je pense qu'il faut reposer les corps et en espérant arriver en pleine forme ce samedi. Le cœur de la bataille se jouera dans les rucks. Les Irlandais excellent dans cet exercice. Ils ont cette capacité à avoir des sorties de balles extrêmement rapides et à venir pourrir les rucks des adversaires, mettre les mains dessus et ralentir les ballons. Pour perfectionner ce domaine, le staff français fait appel à un arbitre tricolore lors des entraînements afin de travailler au plus près du règlement. La consigne est claire, pas de faute stupide, pas de pénalité inutile. Mais un coup dur frappe les Bleus, l'absence de Jonathan Danty au centre du terrain. Il doit céder sa place à Yoram Moefana qui a fait une belle entrée contre l'Italie. À mesure que le jour J approche, la tension monte dans les deux camps. Raphaël Ibanez, manager du 15 de France, résume l'état d'esprit du groupe. Pour jouer ce genre de match, il faut vraiment de la passion. De la passion. C'est pour ce genre de match qu'on s'entraîne, ces émotions, ce frisson, on les partage avec tout un pays. Les joueurs sont prêts, l'entame du match sera cruciale. Devant 80 000 supporters en fusion, il faudra répondre présent dès le premier coup de sifflet. Ce choc face à l'Irlande est bien plus qu'un simple match de rugby. C'est un test de leur ambition, un révélateur de leur capacité à aller chercher le grand chelem. Les gars, on tape le coup d'envoi, dès le coup d'envoi, on lâche tout, on donne tout ce qu'on a, ok? Et ensuite, c'est 80 minutes, on est habité, on est possédé. Jamais fatigué, jamais mal, toujours debout. Derrière ce 15 de France, vivre une épopée qui, on l'espère, interviendra et se conclura sur un titre derrière lequel l'équipe de France court depuis maintenant 12 ans dans le tournoi Destination. C'est parti pour le coup d'envoi de ce match entre Français et Irlandais, coup d'envoi donné par Romain Ntamak. Dès la première minute de jeu, les Français annoncent la couleur. Winnie Atonio, véritable bulldozer, traverse la ligne adverse avec une charge dévastatrice, emportant plusieurs défenseurs dans son sillage. Sur l'action suivante, Antoine Dupont surgit au bon moment. Les bléages sont efficaces, quel début de match des Bleus avec Ntamak qui attaque la ligne. Il pousse les bras, le chef-d'œuvre d'entrée et l'essai d'Antoine Dupont après seulement 1 minute de jeu. Quel mouvement merveilleux des Bleus. Le Stade de France explose. Les Bleus frappent fort dès l'entame. Après seulement 7000 minutes, Melvin Jaminet, imperturbable au pied, ajoute 3 points supplémentaires. La France mène déjà 10-0 et ne pouvait rêver d'une meilleure entame. Mais l'Irlande n'est pas une équipe qu'on impressionne facilement. Dès le coup d'envoi suivant, Mac Hansen, lancé comme un missile, surgit. C'est Jaminet qui va devoir... Oh là là, quel renvoi incroyable. Et récupéré par Hansen. Petit coup de froid sur ce renvoi en jeu. Les Bleus n'étaient pas tout à fait prêts pour ce coup-là. Premier essai international pour Mac Hansen. Réalisé assez rapidement. Son cross, me semble-t-il. Voilà, ça tergiverse. Là, il faut appeler. Il faut pas se regarder. Et lui, il avait pisté que le ballon. Mac Hansen, avec beaucoup d'opportunités. Les Irlandais rappellent à tous pourquoi ils sont parmi les meilleurs au monde. Le match prend une tournure âpre. Chaque phase de ruck se transforme en une guerre où aucune équipe ne cède 1 centimètre. Les Irlandais, experts dans cet exercice, ralentissent les ballons français et cherchent à imposer leur rythme. Mais les Bleus ne lâchent rien. Grâce à la précision et au sang-froid de Jaminet, il convertit chaque opportunité au pied. Les Français parviennent à reprendre le contrôle du match. C'est parti. Pour un 4 à la suite peut-être, oui. Et belle. La passe entre les poteaux et M. Garner siffle la fin de cette première période sur un avantage de 12 points, 19 à 7. Face aux Irlandais, les Bleus sont là et bien là. Dès qu'on joue dans le sens, quand on arrive de la vitesse, on arrive chaque fois à avancer. Juste qu'on fasse l'effort, qu'on pas que les gros, c'est tout le monde. Qu'on aide Melvin, Romain sur le champ profond, sur les box. Il n'y a que là qui peuvent nous mettre en difficulté, donc tu sais, c'est dur. Il faut qu'on fasse l'effort, à chaque fois on a des duels à jouer au fond. Si on a des ballons propres au fond, franchement ils ne pourront rien faire, le reste c'est parfait. En l'air, en bas, on a récupéré le ballon. Par contre, vous avez vu toutes les touches qu'ils ont fait, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Ok, ils se remettent en compète, François, il est mis devant, parfait. J'ai changé le code, les gars. C'est pas green, c'est squeeze. Regarde, ils vont rentrer. Le 2, c'est sur Rayon. Chaque fois le 2, quand il use 2, 2.
c'est sur lui, et le king, c'est plutôt le bloc devant. On a une mi-temps de le faire. Ces mecs, ils devaient nous ruiner, ils devaient nous éteindre le Stade de France, ils ont été des fois. C'est nous qui les avons aidés sur les contacts. Au retour des vestiaires, les Verts montrent immédiatement leurs intentions. Ils défient les Français dans un domaine où ils excellent, les ballons portés. Les Irlandais commencent à étouffer les Bleus progressivement. À peine 4 minutes plus tard, Paul Willemse, le colosse de la deuxième ligne française, montre des signes de fatigue. Le demi de mêlée irlandais Jamison Gibson Park, un stratège redoutable, repère la faille et décide d'attaquer dans sa zone. En 9 minutes, les Irlandais, implacables, marquent 2 essais. Ils recollent au score 22-21. Le Stade de France, qui vibrait en début de match, semble soudain pris d'un doute. Mais ce coup dur réveille les avants français. Vexés et piqués dans leur orgueil, ils décident de répondre avec force. Bel effort, allez, tout de suite, aussi Benoît, avec Antonio maintenant, à 7 mètres de la ligne, allez, oh il a été emporté, et c'est accordé par M. Gardner, qui avait valdingué dans l'embut de l'équipe de France, et qui était du coup bien placé pour observer le deuxième essai international de Cyril Bay. Il fait du bien, il redonne de l'air aux Bleus. La France reprend les commandes 27-24. Il reste maintenant 4 minutes à jouer. Le Stade de France retient son souffle. Gaël Fickou tente un jeu au pied par-dessus la défense irlandaise, mettant leurs arrières sous pression. Les Français, installés dans les 22 mètres adverses, poussent encore et encore. Gaël Fickou pour Gabin Villiers, Moefana, il y a du soutien encore avec Villiers, omniprésent cet après-midi encore au Stade de France. Le cul pour Demba Bamba. Allez, conservation, voilà, du calme. Cretin, ça peut être le tournant de ce match. Il a Cretin qui gagne des mètres précieux. Il y a pénalité en jeu, bien sûr. Pénalité sous les poteaux, on va jouer l'avantage. Allez, Melvin, il casse le rayon. Il est là. Et c'est la victoire probablement de Melvin Jaminet. Son peut-être premier essai international. On va attendre la réaction de M. Gardner. Allez, loin, Romain. C'est fait, les Bleus. Face à l'Irlande, 30-24, deuxième succès consécutif. La tension redescend, le Stade de France explose de soulagement. Mais avant de quitter la pelouse, ils prennent leur rituel désormais célèbre, le clapping avec le public. Les Bleus, invaincus après 2 journées, sont idéalement placés pour jouer le titre. Qu'on soit conscient de la marge de progression qu'on a, et qu'on ait confiance en ce qu'on est, en ce qu'on fait, et qu'on continue comme ça pour aller chercher ce qu'on veut tous aller chercher de toute façon, mais vraiment profiter ce soir. Mais le plus dur reste à faire. Ils ont 2 déplacements, et pas des moindres. Murrayfield avec son ambiance épique, puis Cardiff, le bastion des Gallois. Ces 2 terres hostiles ont fait chuter bien des équipes par le passé. Et pourtant, ce 15 de France nous fait rêver. Ils n'ont pas seulement remporté des matchs, ils ont conquis nos cœurs. Mais une question reste en suspens. Tous les matchs sont joués à domicile. Les plus grands exploits sont faits à domicile. Sauront-ils maintenir leur niveau face à l'adversité, loin des supporters? Vous allez voir que ce déplacement en Écosse ne sera pas une simple formalité. Quelques jours avant le match, le stade décide d'ouvrir l'entraînement au public. 1 millier de supporters se rassemblent pour apercevoir leurs héros. On entend les rires, les encouragements et même quelques chants. Ce lien entre les joueurs et le public devient une force. Et lorsque les Bleus viennent saluer ces passionnés, un frisson parcourt la foule. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu un entraînement ouvert au public à Marcoussis, avec autant de monde et de bruit. Donc je crois que dans mes souvenirs, même du bruit comme ça, on n'en a jamais eu. C'est à eux déjà d'être venus parce qu'il faisait pas chaud, donc c'était très sympa de leur part et ça nous donne beaucoup d'énergie et de force pour ce week-end parce qu'on en aura besoin dans un stade un peu hostile en Écosse. On est ravis de pouvoir avoir du public dans les tribunes. C'est pas la première fois qu'on en a ici à Marcoussis, mais je crois qu'on a rarement eu autant d'ambiance qu'aujourd'hui. Donc merci à tous vraiment. Mais maintenant, place à l'adversaire, l'Écosse. Une équipe redoutable et imprévisible qui a déjà marqué les esprits cette année. Ils ont battu l'Angleterre lors du premier match, 20-17.
avant de s'incliner sur le fil contre le pays de Galles. Si une chose est sûre, c'est qu'ils ne lâcheront rien devant leur public. Un joueur incarne parfaitement cette menace, Finn Russell. Ce magicien, à l'ouverture, est capable à lui seul de renverser la vapeur. Chaque fois qu'il touche le ballon, chaque coup de pied, chaque passe est une intention pour franchir. Et voilà la vérité. Si on laisse jouer Finn Russell, on ne pourra pas gagner le match. Le staff le sait et martèle cette idée à chaque entraînement. Ne jamais lui laisser d'espace. Stop. Feint. No point on the feint. Control nerve, these cans. C'est une équipe qui nous tient en difficulté sur le tournoi Destination depuis 2 ans, qui est venue gagner en France. Et au final, sur Destination, c'est la seule équipe que l'on n'ait pas battue. Donc aujourd'hui, on sait que c'est une belle équipe, une grande équipe. Mais ce match a une dimension encore plus personnelle pour un joueur clé des Bleus, Grégory Aldrit. Le numéro 8 français, qui porte fièrement les couleurs tricolores, a une histoire familiale qui le lie profondément à l'Écosse. Voilà, le contexte autour est un peu particulier, j'aurais pas mal de familles dans les tribunes. Après le match sur le terrain, que ce soit face à l'Écosse, face à l'Angleterre ou autre, c'est un match de rugby et je le prépare pareil, mais non, c'est plus les à côté qui font que c'est particulier. Pour ce déplacement, pas question d'être seul. 10 000 supporters ont fait le déplacement, 10 000 Français. Mais même avec ce soutien, cela ne suffira pas à masquer une évidence. Entrer dans ce stade est une expérience qui marque. Avec le papier qu'on a d'avant qu'on a là, c'est interdit qu'on ne roule pas dessus aujourd'hui. C'est interdit en attaque, en défense, en conquête, partout. Une minute. 1, 2, 3, La ferveur écossaise se fait sentir. Imaginez une cornemuse perchée sur le toit du stade jouant un air solennel qui s'infile jusque dans vos os. Si vous pensiez que les Bleus allaient dérouler, ce n'est peut-être pas le cas. Les conditions sont parfaites pour ce match. Et pourtant, dès le coup d'envoi, Romain Ntamak, habituellement si fiable, tape directement en touche. Un signe de nervosité? Les Français semblent pris par le trac. Ils doivent rapidement se reprendre. Après quelques échanges au pied où les deux équipes cherchent à s'évaluer, Antoine Dupont décide de sonner la charge. Fini les hésitations, place au rugby. Essai! Sur une action d'école, Dupont enchaîne 2 cadrages débordements successifs, puis percute son vis-à-vis avec une aisance déconcertante. Avant même que la défense écossaise ne puisse réagir, il libère le ballon pour Gaël Fickou. Les Écossais, complètement désorganisés, se retrouvent dépassés. Cyril Baille surgit à pleine vitesse dans l'intervalle. Fickou transmet à Julien Marchand, réalise un offload parfait pour Paul Willemse. Après seulement 12 minutes, les Bleus mènent 7 à 3. Mais on sent qu'ils ne sont qu'au début de leur montée en puissance. Ils en ont encore sous la pédale. Grégory Aldrit réalise une charge monumentale après une touche. 12 à 3 pour la France. Les Écossais, poussés par leur public, ne baissent pas les bras. Après un plaquage aux Français, ils obtiennent une pénalité à 5 mètres de l'embut tricolore. Le jeune Rory Darge, honorant sa 2e sélection, trouve la faille. Un essai qui relance les Écossais et leur redonne espoir. En défense, les Français ne laissent aucun répit à Finn Russell, le maître à jouer écossais. Il monte vite, agressif pour lui couper toutes ses options. Pourtant, Russell, enfin magicien, parvient à trouver des solutions. Mais les Écossais manquent de réalisme. Une action mal négociée avant la mi-temps leur coûte cher, très cher. Les Bleus ont une marque de fabrique, sanctionner toutes les erreurs adverses.
Impressionnant, 26 coups, extraordinaire. Il n'avait plus marqué depuis l'an dernier en Rome. Gaël Fickou qui libère les Bleus, juste avant la pause, le 3e essai, et il va bien sur celui-là. À la mi-temps, le score est de 19-10 pour la France. Une avance qui témoigne de leur domination, mais les Écossais sont toujours dans le match. Dans les vestiaires, la sérénité est. Des ballons, on va récupérer des turnovers, ils vont faire des en avant. Là, dernière au 900, Winnie il est tout seul. Qu'on prenne le temps, qu'on anticipe de venir aider avec lui. Si c'est les 3 quarts, on le fait, mais on fait un temps de jeu propre et on sort bien de chez nous. Sinon, ils font rien. C'est en défense qu'on soit vraiment connecté. Les seuls dangers qu'on a, c'est le turnover ou Russell. Donc le mec qui vise Russell, il le lâche pas. Intérieur, extérieur, on est connecté. Et on le lâche pas, ça vient tout de lui les menaces. Et les turnovers, on reste connecté. Plaquage, plaquage, plaquage. Tapez long, suffoquer. Suffoquer. Tacle le premier row. C'est juste une chose, ils ont demandé à recevoir le coup d'envoi, c'est pour venir nous taper dessus là. Je crois qu'on va faire comme le week-end dernier, on va sécher dessus. On renvoie, on retape loin, et on leur montre dès le début, c'est fini, c'est pour nous maintenant. C'est pour nous, et on le lâche plus, Allez mec, allez. On s'entame, allez. 1, 2, 3. Allez. L'agressivité des Bleus étouffe les Écossais, leur permettant de récupérer des ballons précieux. Fickou, ah oui, sur la barre dessus. Allez Damien, à la course maintenant. Ça va jouer, il y a Van der Merwe, il y a le rebond surtout. Pour Danti, Jonathan Danti. Allez là, la magie du rebond, du ballon. Les Français exploitent ces opportunités avec une précision chirurgicale, lançant des contre-attaques redoutables. Ils sont meurtriers. À la 59e minute, le moment clé arrive. Dans un môle où les Écossais semblaient avoir l'avantage, Gaël Fickou, comme un voleur dans la nuit, il arrache le ballon. Il s'élance, déclenchant une contre-attaque fulgurante. Quelques secondes plus tard, Damien Penaud est à la conclusion. Jonathan Danti pour tirer sur la course, imparable. Et tout part d'une défense extraordinaire de l'équipe de France. 60e minute, la barre des 30 points est passée. Le 5e essai bleu est signé Damien Penaud. Le stade de Murrayfield, glacé, regarde impuissant la France dérouler son jeu. Mais les Bleus ne s'arrêtent pas là. Les lancements de jeu fonctionnent à la perfection. Romain Ntamack, dans un moment de pur génie, a juste une passe au pied millimétré pour Damien Penaud. En fin de match, les Écossais sauveront l'honneur avec un essai, mais le mal est fait. La France s'impose 36-17 avec un bonus offensif décroché à l'extérieur. Dixon qui va libérer les deux équipes. L'équipe de France frappe un grand coup, s'impose largement 36-17. Une performance éclatante qui envoie un message clair. Ce 15 de France est là pour dominer. Les Bleus peuvent maintenant rêver du Grand Chelem, mais pour que ce rêve devienne réalité, ils doivent d'abord affronter une équipe redoutable, le Pays de Galles à Cardiff. Ils ont 2 semaines pour se préparer. Le jeudi 3 mars, Fabien Galtier dévoile le groupe de 42 joueurs qui se préparera pour ce défi. Parmi eux, 2 retours majeurs. Gabin Villière, remis de sa blessure, et Mathieu Jalibert, de retour après une longue absence. Mais la surprise vient également de l'appel de Teddy Thomas, un joueur capable d'exploits, mais qui suscite aussi débat. Le contexte gallois, lui, est complexe. Le Pays de Galles, tenant du titre, est en grande difficulté dans ce tournoi. Une lourde défaite contre l'Irlande lors de la première journée, une victoire étriquée contre l'Écosse lors de la seconde journée, puis une nouvelle défaite au 3e match. Ils jouent leur survie dans la compétition. Une défaite contre la France les placerait dans une position délicate pour la dernière journée et la réception de l'Italie. Pour eux, ce match est crucial, un affrontement à titre double. Les Bleus, de leur côté, affûtent leur stratégie. Leur système d'attaque, déjà impressionnant depuis le début du tournoi, est peaufiné avec soin. Donc ils vont avoir toujours 5 voire des fois 6 joueurs serrés, très serrés, qui vont défendre la 900. Donc c'est pour ça que si nous on arrive à faire 10 mètres minimum de passe, on va tout le temps, rien que sur la passe, leur enlever les joueurs de l'intérieur ici. Ce qui va être important sur cette semaine, à partir d'aujourd'hui, on a 3 jours de travail. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, on s'envole. Ils alternent entre un jeu structuré en 1-3-3-1, avec 2 blocs d'avant centraux pour dominer le milieu du terrain, et des projections rapides des 3 quarts capables de faire exploser n'importe quelle défense. Cette capacité à varier les schémas de jeu sera essentielle face aux Gallois.
Pour Sean Edwards, ce match contre les Gallois aura vraiment une saveur particulière. Il a passé 11 ans à la tête de la défense galloise, remportant 3 grands chelems et bâtissant une équipe redoutable. Il connaît cette équipe mieux que quiconque, mais également ses failles. Le Pays de Galles est une équipe fière, ils ne céderont rien et tout se jouera sur la défense, confie-t-il en conférence de presse. Dans un esprit de partage et d'ouverture, les Bleus, comme chaque semaine, reçoivent une personnalité. Ce coup-ci, c'est Charles Pépin, un philosophe qui intervient auprès du groupe. Ce moment hors du temps marque une parenthèse dans la préparation. Galtier et son staff savent que le mental sera aussi déterminant que la tactique dans ce duel. C'est peut-être ici que commence réellement la difficulté du 15 de France. Confirmer leur victoire éclatante en Écosse, gérer la pression de Cardiff et se mettre dans une position de recevoir l'Angleterre pour une finale du Grand Chelem. Mais pour cela, il faut d'abord battre les Gallois. Et à Cardiff, rien n'est jamais simple. Certains joueurs découvriront pour la première fois cette ambiance hostile, avec des chants qui résonnent dans le stade et des supporters qui ne laissent aucun répit. On dirait que c'est pas le même stade quand il est ouvert, t'as vu? Gros décor. Stade mythique, hein, pas mal. La dernière confrontation en 2020 avait vu la France s'imposer sur cette terre galloise. Un affront que les Diables Rouges n'ont pas oublié. Comme le dit Raphaël Ibanez, manager du 15 de France, la victoire a un prix. Rien n'est donné, surtout pas ici, sur leur terre. C'est dans ces moments qu'on mesure la force d'une équipe. C'est simple. Si c'est possible, dans le feu de l'action, essayez de les avoir en tête. Avant contre avant. En face. C'est en 2020, ici même à Cardiff. Sissou, l'épaule, on finit à 13. On tient le score à la mi-temps. La suite, vous la connaissez. C'est le prix à payer parfois. C'est sûrement le prix à payer. Demain aussi. Ce match sans la poudre. Chacun son job, ok? Pas plus, pas moins. Son job à 300%, ok? Et quand c'est dur, quand on marche, on passe aussi derrière semaine, les gars, ok? Et en gros, on se remet à courir. On marche pas du match, ok? Toujours à pouvoir. Toujours debout, les gars, ok? 6 semaines qu'on est ensemble, on fait pas tout à l'heure. C'est ça qui va compter. Quand ça va être dur, on va pas se lâcher, ça on le sait. 1, 2, 3! Pour ce 4 France, acte 4 du tournoi destination, un ballon capté par Faletao. Melvin Jaminet, le buteur attitré du 15 de France, ouvre le score dès la seconde minute. À 82% de réussite sous le maillot bleu. C'est parti pour le buteur français, elle est bien partie, ça passe entre les poteaux, 2 minutes de jeu et l'équipe de France prend le score 3-0. Ce début de match ressemble à une partie de ping-pong rugby où les coups de pied tactiques rythment les échanges. Les Gallois, en quête de rachat, refusent de lâcher du terrain. Pourtant, à un moment, les Français décident d'enflammer le match. Melvin Jaminet à la réception, Melvin Jaminet qui va retourner dans le fermé, Melvin Jaminet qui prend le trou. Ah oui, elle est bonne cette passe pour Gabin Villiers qui a voulu transmettre Antoine Dupont, il n'est pas pris. Ça se poursuit avec le relais maintenant de Marchand. Allez, de suite. Villiers au large pour Baye dans le dos. Ntamak qui navigue, qui trouve le soutien de Danty. Dupont, Tamac, pour Aldric maintenant. Point de fixation créé sur les 22 mètres. On est réorganisé sur la largeur autour de Romain Tamac. Moïfana qui vient s'intervenir. Sikou, Jaminet, 2 contre 1 joué. L'essai, magnifique essai d'Anthony Gelon. L'équipe de France qui inscrit le premier essai de la soirée ici à Cardiff. Il est pour Anthony Gelon, son 2e en bleu. C'est là que la technique secrète de Fabien Galtier prend tout son sens. La queue leu-leu. Cette stratégie, mêlant attaque horizontale et verticale, est conçue pour désorienter les défenses adverses. 3 joueurs alignés de manière verticale se projettent successivement, empêchant les défenseurs de monter trop vite. Un schéma d'une efficacité redoutable que personne n'a réussi encore à contrer. Mais les Gallois, jamais résignés, reviennent au score juste avant la mi-temps.
Malgré cela, les Français conservent un léger avantage. Vous avancez, on pose un rug, on est en position. Elle est bonne, on joue, elle n'est pas bonne, on joue chez eux. On n'a pas de chance sur le jour. C'est parfait, c'est comme ça. D'accord? À cause de marquer 2 fois 3 points sur des opportunités qu'on leur a donné. On leur a donné. En défense, c'est parfait. Ça circule bien, près, loin. Loin, près, bam, bam, ça ferme. Ok? Donc, eux, là pour le moment, ils existent parce qu'ils sont meilleurs de ce qu'ils peuvent faire et parce que nous, on leur a donné quelques clés. Si on ne leur donne pas de clés, alors là, ça ne va pas être la même histoire, d'accord? Les finisseurs, vous allez nous apporter un truc énorme. Un Briat, Momo, on attend ça depuis un moment. Ok? Donc dès qu'on rentre, on donne tout les gars. Mathis, hein? On a besoin de vous. Donc les gars, déterminés jusqu'au bout, on les enferme chez eux, lucidité. Juste ça, froid. Hein? Allez. Le match, il dure 80, 85, 90 minutes, on ne lâche pas quand c'est pas fini. 1, 2, 3. Le discours est clair. On enferme l'adversaire chez lui et on défend fort. Ça ne sera pas le plus beau match de rugby, mais qu'importe. Au retour des Oranges, Melvin Jaminet reste imperturbable. Dès l'entame de la seconde période, il ajoute 3 points supplémentaires d'un coup de pied parfait. Ça passe sans problème, 100% ce soir pour Melvin Jaminet. 13-9, 4 points d'avance à nouveau pour l'équipe de France. Mais très vite, les Gallois passent à l'offensive. À partir de la 60e minute, les Bleus subissent. Les vagues rouges se succèdent, mettant la défense française à rude épreuve. Mais on sent l'empreinte de Sean Edwards. On plaque, on se relève, on plaque, on circule. Les Bleus tiennent bon, résistant avec une discipline exemplaire. Quand on subit trop, la défense finit inévitablement par montrer des signes de fatigue et des espaces commencent à s'ouvrir. Il sera organisé là sur la largeur, Mofan un petit peu en retard là, face à heureusement ce ballon pas contrôlé, le dégagement catastrophe d'Antoine Dupont. Tout est à refaire pour les Gallois, mais on n'était pas loin d'un essai. Dan Bigard, toujours aussi visionnaire, voit l'opportunité parfaite. Tout le monde croit à l'essai gallois. Mais c'est alors qu'Antoine Dupont surgit. Il arrache le ballon des mains du Gallois à quelques centimètres de la ligne. Un geste héroïque, un sauvetage qui coupe littéralement le souffle du public. Un essai tout fait vient d'être annulé par le capitaine français. La France respire encore. Il reste 4 points d'écart et 15 minutes à jouer. Mais le danger est partout. Les Bleus tentent de creuser l'écart, mais la défense galloise, disciplinée et organisée, ne laisse rien passer. Romain Ntamak face au poteau, c'est parti pour le drop de Romain Ntamak qui s'élève dans les airs. À côté. Ah, dommage. C'était la bonne option de jeu pour les Français. Très bien fait tactiquement, le ballon porté, le milieu du terrain avec Jonathan Danty qui fait encore une fois avancer son équipe. Il en fallait de peu, quelques centimètres pour Romain Ntamak sur le pied droit qui vient frôler. À la fin du temps réglementaire, la France est toujours devant avec ses 4 petits points. Mais les vagues continuent de déferler. Les Gallois, portés par leur public, lancent des offensives désespérées dans les 22 mètres français. Les Bleus défendent avec acharnement, mais le doute s'installe. Pourront-ils tenir jusqu'au bout? Incroyable les Français sur les montées défensives. Watkins, pris, mais toujours dans la masse. Moriarty, Movaka, il est là, Movaka. Oui, le ballon. Oui, c'est gagné. C'est gagné, bien sûr. Bravo, Berto Movaka. Galfico dans la traite. Allez, on touche. Il n'y aura pas l'avantage de toute façon. Allez, Maxime. L'équipe de France s'impose. Ici à Cardiff, au bout du suspense. Ils ont tenu bon. Les hommes de Fabien Galtier, 13-9. Alors certes, il n'y a pas eu les envolées habituelles, mais ce soir c'est au courage, c'est en restant solidaire jusqu'au bout, en ne cédant rien, que les Bleus s'offrent le rêve d'un grand chelem dans cette édition 2022. Le soutien là, même là, à l'extérieur, les supporters français sont incroyables. Là, franchement, tout le monde était super, le soutien était incroyable. Donc oui, il reste encore un match et on attend encore plus de soutien. Franchement, c'est incroyable. On est très proche. Il reste encore un match. Et franchement, je suis très content de gagner ce match-là parce que c'était un le plus dur match. Ça a montré notre état d'esprit dans cette équipe. Si tu défends très bien, et c'est ça qu'on a montré pendant le match. On a montré qu'on n'a rien lâché, même dans le dur, on était tous ensemble, on a fait des bonnes défenses. Donc oui, je suis très content et très fier d'aimer mon équipe.
les Bleus n'ont pas le temps de savourer. Ils doivent redescendre très rapidement et se focaliser sur le dernier obstacle. La réception de l'Angleterre au Stade de France pour disputer une finale de Grand Chelem. Un match décisif qui pourrait mettre fin à 12 ans de disette. Mais tout reste fragile. Les Anglais, après 2 défaites dans le tournoi, ne sont plus dans le coup. Ils ne peuvent pas espérer gagner. Mais ils sortent d'une prestation magistrale contre l'Irlande. À 14 pendant 78 minutes, ils ont montré qu'ils ne se laisseraient pas faire. Et puis ce sont les Anglais, nos meilleurs ennemis. Si la situation était inversée et qu'on avait l'opportunité d'aller à Twickenham priver les Anglais du Grand Chelem, je pense qu'on jouerait ce match, mais encore avec plus de conviction. Le contexte rend ce crunch encore plus particulier. En cas de victoire irlandaise contre l'Écosse, une défense française pourrait nous faire chuter à la seconde place. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Fabien Galtier et son staff restent fidèles à leur philosophie. Pas de bouleversement, pas d'excitation inutile. Comme le résume Karim Ghezal, l'entraîneur de la touche. On reste collé à notre méthodologie, on sait ce qu'on attend lors de nos entraînements. Tout est instable au niveau international. Donc on travaille sur l'arbitrage, les conditions climatiques, les scénarios possibles. On ne peut pas tout prévoir, mais on essaie de maîtriser au maximum l'environnement. La question que tout le monde se pose est celle-là. Cette équipe de France, pétrie de talent, est-elle capable de marquer l'histoire? Depuis le début du tournoi, le mot Grand Chelem avait été soigneusement évité. On évite de se porter l'œil. Mais cette fois, Romain Ntamak l'évoque sans détour. Maintenant on en parle librement. On y est et on sait où on veut aller. On est à 2 doigts de soulever un trophée. Quand on y pense, ça nous fait rêver. Mais un crunch n'est jamais gagné d'avance. Eddie Jones, le sélectionneur anglais, joue sa place à la tête de l'équipe. Son arrogance habituelle est intacte. Nous aurons une bonne victoire contre la France. Nous les avons battus lors de nos 2 derniers matchs. Nous avons donc une assez bonne idée de la façon de jouer contre eux. Une déclaration qui ne manque pas de faire réagir Antoine Dupont et Fabien Galtier. Effectivement, nous entendons, nous sommes très attentifs à ce qui se dit autour de nous. Nous ne fermons pas les écoutilles. Nous vivons dans un contexte et donc nous prenons soin de comprendre ce qui se passe autour de nous et nous écoutons, et notamment nos adversaires, puisque nous étudions nos adversaires, et nous entendons ce que disent les adversaires d'eux et de nous. Donc évidemment, ça contribue à notre travail de préparation, bien sûr. Et le rendez-vous, c'est samedi soir. C'est samedi à 21h au Stade de France. Nous serons prêts. Mais dans le camp anglais, la pression est immense. Une défaite pourrait les reléguer à la 5e place du tournoi. Un désastre pour une équipe habituée à jouer les premiers rôles. Pour Eddie Jones, c'est une question de survie. Le Stade de France sera un chaudron bouillant, 80 000 places à guichet fermé. D'un côté, la tête d'un entraîneur est en jeu, de l'autre, un grand chelem qu'on attend depuis 12 ans. Ce match a tout pour rentrer dans l'histoire. Je demande juste ça, les 20 premières minutes, après on verra. Mais les 20 premières minutes, il faut que ce soit irrespirable. Agonise, il faut qu'ils agonisent, les 20 premières minutes, le reste on verra. Les 20 premières minutes, les premiers partout, les collisions gagnées, les doubles plaquages, tout sur les pieds, les ballons en l'air ils sont pour nous, les ballons au sol ils sont pour nous, on est lucide, on s'encourage. 20 premières minutes, ils respirent pas, d'accord? C'est ça, objectif. 20 premières minutes. Les gars, on a payé, les gars, ça fait 12 ans qu'on attend ça. Pas de regret ce soir. Pas de regret. Les gars, on donne tout. On donne tout. On se ment pas à nous-mêmes. On joue avec la passion ce soir, les gars. On joue pour nous, pour nos publics, les gars. Ça fait 12 ans. Allez, 2 minutes, 2. Bravo aux gens qui ont mis 2e. Pour la première fois, le Stade de France résonne d'une Marseillaise chantée a cappella. Pas d'instrument, juste les voix de 80 000 supporters en fusion. Un moment hors du temps. Les joueurs, debout, fixent leur regard sur l'horizon. Habités par cette ferveur populaire, le public est prêt. Maintenant, c'est à eux de répondre.
c'est parti dans une fureur extraordinaire au Stade de France. Coup d'envoi donné par Romain Ntamack. Ballon récupéré par Sam Simmonds pour les Anglais. Dès le coup d'envoi, l'engagement est total. Le crunch tient toutes ses promesses. Les Bleus imposent rapidement leur rythme. À la 9e minute, Melvin Jaminet ouvre le score sur pénalité. 3-0 pour la France. Ça passe sans problème pour le buteur du 15 de France. Les Bleus ouvrent le score 3-0 à la 8e minute. Les premières escarmouches laissent entrevoir un duel tactique, mais il faudra attendre la 14e minute pour que le match s'emballe. Marchand au lancer en début de touche sur Cameron Wauquiez qui est allé s'imposer. Pénalité, il y aura l'avantage. Aldrit pour Cyril Baille qui rafute Courtenay-Leuze, l'équipe de France qui va entrer peut-être pour la première fois dans les 22 mètres anglais avec Julien Marchand en percussion, tête baissée. Dupont qui libère maintenant, Ficou dans le dos pour Ntamack, le décalage est fait, Gabin-Villiers, allez Gabin, repris haut par Julien Marchand. Allez, encore, gardez le rythme, gardez la furia. François Cross, on s'approche de la ligne d'en but, 5 mètres encore à faire, Gabin-Villiers, toujours lui, au milieu du trafic, oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom sur les joueurs. Gaël Ficou, en quoi? Voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Ficou, 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Ah, qu'il est bien mené. Suite à la blessure d'Owen Farrell, leur emblématique ouvreur, un jeune prodige, Marcus Smith, est titularisé pour ce match. À la 20e minute, il monte toute l'étendue de son talent en inscrivant les premiers points de l'Angleterre sur pénalité. Les Français ajoutent 2 nouvelles pénalités grâce à la précision de Melvin Jaminet. La séquence dans la défense avec encore une fois Ntamack. Encore un mètre à faire. François Cross relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati sur le vide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cross et il va valoir très cher juste avant la mi-temps. Formidable action encore une fois des Français, un petit peu dans le désordre, mais quand il s'agit de jouer dans la défense, cette équipe est formidable. Sur ces phases de transition, on voit le rythme qui change, on voit les joueurs français qui se trouvent quasiment les yeux fermés, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'agressivité, beaucoup de puissance et de justesse technique. Et elle va faire du bien cette mi-temps parce que Cyril Baille, Winnie Antonio, Antoine Dupont, même Anthony Gelon sont un petit peu dans le dur là à la suite de cette action. Comme ils font dans ça, si on tape fort, qu'on a dominé la collision, qu'on commence à avancer, on continue bien évidemment. Si on sent que c'est plus on va revenir derrière, même si on perd un match. Le seul truc, c'est qu'il faut faire le double en deuxième mi-temps. On fait le double en deuxième mi-temps, d'accord? On fait le double, d'accord? Allez, c'est parfait, les gars, il faut qu'on tienne le ballon. Ne tentez pas les passes impossibles, on perd 5 ballons dans le jeu, rien que de notre faute à nous. Gardons le ballon, même s'il y a avantage, on passe par les rucks, Chaque fois qu'on a tenu le ballon, c'est des boulevards. Il y a des boulevards partout. Même si les séquences c'est dur, des turnovers, on lâche pas. Les intérieurs, on peut toujours les fort. Avec le coaching qu'ils vont faire, les mecs qui vont rafler, on leur met de la vitesse, on lâche pas. Même si ça va être dur, on va qu'après, on sait qu'on va récupérer le ballon parce que sur le jeu au sol, parce que sur la montée défensive, on est meilleur. Donc dans la tête, on lâche pas, jamais. Allez. Allez, on est parti. Les Anglais ne sont pas vice-champions du monde pour rien. Toujours avec Yanks qui a évité le plaquage, la montée défensive de Villemc. Là, ça s'ouvre pour Marchand. Là, attention, il a la vitesse du short. Repris au short par Dupont et Penaud. Lowes, Jamie George, Marcus Smith dans le jeu pour Daly. Là, il y a du décalage. Stewart face à Villiers. L'essai en coin de Freddy Stewart qui va relancer ce match. 18-11 en attendant la transformation. Et au moment où on parlait de l'inefficacité offensive des Anglais, eh bien, ils sont allés planter cet essai après 8 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Le Stade de France se fige un instant. France 18, Angleterre 13. Le crunch est relancé et le match loin d'être terminé. Organisé autour d'Ntamack avec le retour de Damien Penaud dans le trafic. Il a cassé 3-4 plaquages sur cette action. Aouas. Allez, voilà, les sorties dans le rythme, encore. Taofi Fenois en puissance, il est stoppé par Marchant. Aldrit encore lui dans l'axe, Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Le gang des Gersois frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. 23-13 à l'heure de jeu. Le score passe à 25-13 pour la France. Le break est fait. La pression redescend légèrement.
Mais les Bleus savent qu'il reste encore du travail. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oh, c'est le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Un sentiment incroyable forcément, quand tu fais un grand chelem, t'en fais pas tous les ans, ça faisait 12 ans je crois. Voilà, en plus dernier match à la maison avec un stade en folie. Il a été encore une fois décisif et il va soulever ce trophée. Le rugby français attendait ça depuis 2010, 12 ans, c'était la plus longue attente entre deux grands chelems. Il est là, cette coupe, elle est à la maison ce soir, elle est pour ce groupe formidable. Écoutez le Stade de France au moment où Antoine Dupont va brandir ce 10e grand chelem français. Ouais, il faut laisser le temps à nos caméramans aussi de faire la course pour revenir face à eux. Et à la fin de la Marseillaise, on sait qu'il n'y a pas de match facile, qui plus est contre l'Angleterre, mais même contre les Gallois, c'est pas simple, contre les Écossais, voilà, c'est jamais simple le rugby. Voilà, le rugby dans le Nord, il est monté en niveau, en compétence, et cette équipe qui a 2 ans d'existence, elle fait des choses extraordinaires. Moi, je suis ravi, très content pour eux. Cette communion qu'ils arrivent à créer avec nos supporters, voilà, on sent qu'il y a de l'amour entre eux, il faut dire les choses comme elles sont. Et ça, c'est merveilleux, c'est magique. Super heureux, super ravi de ce qu'on a pu faire sur ces 5 matchs. Ça a été une compétition super longue et on n'a rien lâché, on a tout donné. Et aujourd'hui, sur le match le plus important, on a dominé, on a gagné, donc je suis très heureux. Ouais. La France est sur un petit nuage. Après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre, 5 matchs sans défaite pour obtenir le Grand Chelem, un groupe élargi et une série de 8 victoires consécutives. Ce 15 de France, longtemps en quête de son identité, est désormais considéré comme l'une des meilleures équipes du monde. Les Bleus viennent d'écrire une page mémorable du rugby français. Mais le plus dur reste à faire. Quand on est au sommet, il faut y rester. Et progressivement, les Bleus doivent basculer dans la suite de ce Grand Chelem. Fabien Galtier et son staff doivent se projeter sur cette fameuse tournée au Japon. 2 matchs contre l'équipe du Japon. Si les projecteurs se sont éteints après le crunch, la pression, elle, est constante à ce niveau-là de compétition. Cette tournée, elle marque une double transition. D'un côté, elle permet de gérer l'après-Grand Chelem, un moment où les attentes, elles sont maximales. De l'autre, elle pose les bases pour la préparation de la Coupe du Monde qui va avoir lieu en 2023. Elle doit permettre de tester des nouveaux joueurs. Un double enjeu psychologique et sportif. Le Japon est un adversaire à ne pas sous-estimer. Bien que classés parmi les équipes de 2e rang, du tiers 2, ils ont surpris le monde entier en 95 lorsqu'ils ont battu l'Afrique du Sud, et en 2019, ils ont battu l'Irlande et l'Écosse. La dernière tournée des Bleus au Japon remonte à 1984 et ils n'ont affronté cette équipe que 5 fois dans leur histoire, la dernière en 2017. Un palmarès restreint mais qui témoigne de l'évolution constante du rugby japonais. Fidèle à sa méthode, Fabien Galtier décide de se passer, aussi à cause de la convention LNR-FFR, de se passer de ces joueurs dits premium. Il intègre des joueurs, des nouveaux joueurs, dans ce groupe de 42 qui part faire cette tournée. Et ça permet l'émergence de nouveaux talents, comme on l'a vu avec des Gabin Villiers, des Cameron Woki, des Melvin Jaminet l'été passé en Australie. L'enjeu de cette tournée est clair, maintenir la dynamique du Grand Chelem, affirmer la profondeur du groupe et prouver que la France est prête à reconquérir le monde du rugby. Et prouver que la France est prête à conquérir le monde du rugby. Dès l'entame du match, les Français semblent vouloir imposer leur rythme. Après une combinaison parfaitement exécutée en mêlée, Damien Penaud, en électron libre, trouve la solution sur l'aile.
À peine 2 minutes de jeu et déjà un essai pour les Bleus. Tout semble parfaitement lancé pour une performance solide. Mais ce sentiment de facilité va vite s'effacer. Les Japonais, portés par leur style de jeu rapide et précis, ne se laissent pas abattre. Grâce à des libérations de balles éclairs et une organisation irréprochable, ils mettent à mal la défense française. À la 15e minute, le Japon passe devant 17. Le public, acquis à la cause des Braves Blossoms, exulte. Le match prend une tournure inattendue. Les buteurs des deux équipes s'illustrent dans un duel au pied, mais les Français peinent à retrouver leur inspiration offensive. À la pause, les deux équipes sont dos à dos. Le score reflète un match beaucoup plus serré que prévu, une situation frustrante pour Fabien Galtier et son staff. Demandez, allez, je vous le demanderai, les premiers, on monte trop lentement sur les longs jeux de pied. Essayez de mettre, plaquons-les dans les 40 mètres, dans leurs 40 mètres plutôt que dans nos 40 mètres, d'accord? Au retour des vestiaires, les Français passent à l'action. Mathieu Jalibert, toujours aussi créatif, trouve une première faille sur une touche avant d'enchaîner avec sa spéciale. Un petit jeu au pied par-dessus la défense. Maxime Lucu, à l'affût, récupère et file en terre promise. En 8 minutes, les Bleus creusent l'écart. Malgré quelques incursions japonaises, les Français verrouillent le match. Le Japon ne reviendra pas. Les Bleus s'imposent 42-23. Mais cette victoire, bien que là, laisse un goût d'inachevé. Les Japonais ont mis en lumière certaines lacunes, notamment dans la gestion des turnovers et la discipline. Après ce match, les Bleus, évidemment, au Japon, ils vont enchaîner entre des visites culturelles et de la préparation tactique. Fabien, il insiste en fait sur l'importance de cette tournée dans la construction du groupe France. Chaque joueur a l'opportunité de prouver qu'il mérite sa place dans le groupe France. Le second match commence sur une note familière. Les Français exploitent une nouvelle fois les extérieurs, mais cette avance est rapidement effacée. Les Japonais, parfaitement organisés, réagissent immédiatement. Profitant de l'indiscipline française, ils s'appuient sur leur libération rapide et leur précision dans les rugs. Contre toute attente, le Japon mène 15-7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Bleus montrent un autre visage. Profitant des erreurs japonaises, ils recollent au score grâce à 2 pénalités. Mais l'absence de certains cadres se fait sentir. Et la fébrilité reste palpable. Mais à 10 minutes du terme, Baptiste Couillou sonne la révolte. Après une mêlée bien négociée, il s'engouffre dans un intervalle tout seul et file inscrire un essai en solitaire. La France repasse devant 20-15. Les dernières minutes sont un condensé de tension. Les Japonais, proches du point de rupture, tentent une dernière offensive sur touche. Mais un en avant au moment d'aplatir sauve les Bleus d'une désillusion. La France s'impose finalement, mais sans briller. Ce second match, plus encore que le premier, met en lumière les axes de progression. Cette tournée au Japon laisse un sentiment mitigé. Les Bleus, bien que victorieux, ils ont montré des signes de fébrilité et un manque de constance. Mais elle permet aussi d'identifier des forces. On a Maxime Lucu et Baptiste Couillou qui se sont particulièrement illustrés au poste de 9 derrière Dupont. Les leçons de cette tournée sont claires. Il faudra plus que du talent et du travail pour prétendre au titre mondial. Mais un défi de taille s'impose. Parce que si la France, elle a démontré qu'elle dominait l'hémisphère nord, elle n'a pas affronté toutes les équipes du sud. Il faut prouver qu'on est capable de jouer et de gagner contre toutes les nations. La tournée d'automne 2022 s'annonce comme un véritable test. L'Australie, les champions du monde sud-africain, puis le Japon. 3 adversaires, 3 styles de jeu différents, mais une seule mission pour les Bleus, confirmer leur statut de favori pour le mondial. Le premier adversaire, l'Australie, est en quête de rédemption. Ils arrivent en France dans un contexte extrêmement compliqué. L'été précédent, ils ont subi 2 défaites sur 3 matchs contre l'Angleterre et une campagne mitigée dans le Rugby Championship. Avec 2 victoires seulement, une contre l'Afrique du Sud, une autre contre l'Argentine, pour 4 défaites. L'Australie termine 3e de la compétition, juste devant les Pumas. Un résultat jugé catastrophique pour une nation qui a été finaliste de l'édition de la Coupe du Monde 2015. Leur sélectionneur Dave Rennie est sur la sellette. Il est critiqué pour son incapacité à transformer les talents en résultats. Il joue gros à 1 an du mondial. Et les Bleus, eux, ils sont sur une toute autre dynamique. Avec une série de victoires, un groupe élargi et en permanence en train de chercher à innover. Cette équipe impressionne par son sérieux et son audace. Dernière trouvaille en date, les ballons connectés. On va jouer avec des nouveaux ballons, c'est des ballons connectés. C'est des ballons qui ont un capteur plein centre. En fait, on s'entraîne avec à partir de ce matin. Comme ça, on nous en parle une fois, tout le monde joue. Nous, on sait ce qu'on veut faire de ces informations et donc on a besoin d'engranger des données et d'apprendre à s'en servir. Ces outils permettent d'analyser les trajectoires et la précision des passes en temps réel. Un atout pour peaufiner les détails et optimiser chaque phase de jeu. Mais pour Fabien Galtier, le rugby ne se résume pas que à des statistiques. Depuis le début de son mandat, il met un point d'honneur à construire un groupe uni, solidaire et humainement fort. Une équipe qui va loin n'est pas une somme d'individualités, mais un collectif soudé
capables de surmonter les épreuves ensemble. Le travail de cohésion reste au cœur du projet. En janvier, les Bleus avaient été à Aubagne avec la Légion étrangère, et là c'est l'inverse. Ce sont les militaires qui viennent à leur rencontre. Un échange marqué par des ateliers et des moments forts, rappelant à chacun que la force mentale est aussi importante que la technique ou la tactique. La veille du premier test contre l'Australie, le staff réserve une surprise aux joueurs. 2 anciens piliers du 15 de France, emblématiques du début de l'ère Galtier, viennent remettre les maillots. Bernard Leroux, ancien deuxième ligne intraitable, et Virimi Vakatawa, contraint de mettre fin à sa carrière à cause d'une malformation cardiaque, partagent un moment fort avec le groupe. Comme l'a dit à Bernie, chaque fois que je mets ce maillot, je donne tout. Donc moi les gars, même si ça arrête aujourd'hui, je serai toujours derrière vous. Et bon sens, j'espère que l'objectif pour l'année prochaine. Merci. On va y arriver. On a du talent, on a tout du talent. Par contre, c'est défensivement, on se bouge le fou. 3-2, on s'annonce, on monte comme des bombes. En 45, on lâche pas les intérieurs, on fait attention aux petits bouts. On est lucide, les gars. On est ensemble, les gars. C'est ce qui a fait notre force depuis le début. Tant qu'on travaille ensemble, sous les ballons, il tape un ballon, on revient en sprintant pour aider Toto. Ok, c'est parti. On y va. 1, 2, 3 Allez, allez. Dimitri, on attend beaucoup de ces Bleus comme toujours. Les Bleus qui peuvent aller chercher cette 11e victoire et battre le record absolu qui date de 1937. Le coup d'envoi de ce match est donné par les Australiens sous les ordres, vous l'avez vu, de John Piper, l'arbitre de ce match. Les 15 premières minutes, c'est un jeu d'observation. Les buteurs se livrent un duel précis. Thomas Ramos pour la France, Bernard Follet pour l'Australie. Le score reste figé à 6-6 jusqu'à ce moment. Joue au pied d'Antoine Dupont dans le dos de la défense australienne. Les Wallabies récupèrent le ballon et déclenchent une contre-attaque fulgurante. En quelques secondes, la défense française est débordée. Les Australiens trouvent la faille et marquent le premier essai. Il a accéléré, il a déposé pendant il y a du monde encore. Le soutien intérieur et ça peut être un essai extraordinaire. De près de 100 mètres, trop juste. Romain Tamac et c'est Fochetti. L'Australie a frappé en premier et la France est mise à mal. Mais les Bleus ne s'effondrent pas. Thomas Ramos, imperturbable, maintient la France dans le match à coups de pénalité bien ajustés. De Saint-Denis, ça passe, l'équipe de France revient à 4 points, 13 à 9. À 10 secondes de la mi-temps, un moment clé survient. Antoine Dupont, avec son sang-froid habituel, dégage le ballon hors des 22 mètres. Mais sur la relance australienne, une montée agressive de la défense française met Bernard Follet sous pression. Le contre-rack est bon, White. Neville passe en pivot, peut-être un ballon récupéré là par Ficou, il n'y a pas d'en avant, ça joue. Gaël Ficou qui navigue, qui pousse au pied. Antoine Dupont arrive pour mettre la pression sur les Australiens. Marchand, c'est sous les poteaux de Julien Marchand juste avant la mi-temps. Et les Bleus vont tourner à la pause en tête. Tout ça, c'est des petits détails à régler. Ensuite, en défense, ce qu'a dit, avec quand on va coacher les gars, calez-vous à la vitesse de ceux qui sont sur le terrain. Vous allez nous apporter l'énergie, la lucidité, calez-vous à la vitesse de ceux qui sont sur le terrain. Pour le moment, on prend le dessus, on est bien. Il n'y a qu'une fois, on était un peu passif sur une rotation, sur une 900, et on était un peu en difficulté sur l'extérieur. Une seule fois. Le résultat, on est bien. Donc on continue comme ça, être vigilant, et on prend la main sur le match. Les Wallabies reviennent sur le terrain avec d'autres intentions. Les contacts deviennent plus rugueux et les défenses se neutralisent. Les minutes s'égrènent et à la 55e, l'Australie prend les commandes. Leur pack avance et une attaque tranchante leur permet d'alourdir la marque. C'est bien joué aussi de la part d'Aldrit qui a mis les mains, mais pas récompensé. Et là sur les extérieurs, il y a danger. Il y a danger avec la course de Campbell. Et oui, l'essai de l'arrière australien en coin. Il n'y a rien à dire, c'est très bien joué. À 5 minutes de la fin, c'est irrespirable. Les Bleus ne trouvent aucune solution pour briser la défense australienne. C'est alors que Mathieu Jalibert, entré à la place de Romain Ntamak, prend les choses en main. Avec ses jambes de feu et sa créativité, il dynamite la défense australienne. Sur une passe millimétrée de Jalibert, Damien Penaud surgit sur l'aile. Grande équipe, Jalibert allonge la passe pour Damien Penaud, 1 contre 1. Penaud le crochet intérieur, le raté. Oh oui, oh oui, Monsieur Damien Penaud dans ses œuvres pour aller planter cet essai qui permet aux Bleus de
reprendre l'avantage, son 19e essai. Et c'est l'homme en forme des Bleus. 9e essai sur les 11 derniers matchs. Le facteur X, Penaud, a frappé. Les Australiens en possession de ce ballon, le grattage là. C'est gagné. Jonathan David, comme un symbole. Il sera peut-être papa dans les heures à venir. Et il offre la victoire aux Bleus sur ce grattage. Une victoire qu'il a fallu aller provoquer, chercher dans les derniers instants. Fabien Galtier félicite ses joueurs, mais le message est clair. Ce soir, on a vu nos limites. Il faudra élever notre niveau pour affronter les champions du monde sud-africains. La France a eu chaud, très chaud en s'imposant sur le fil contre l'Australie. Une Australie affaiblie, il faut le dire, qui perd ses matchs toujours, mais de peu. Cette 11e victoire consécutive montre la résilience des Bleus, mais elle soulève aussi des questions. Le prochain défi est tout autre, ce sont l'accueil des champions du monde sud-africains. Cela fait 4 ans que les deux nations ne se sont pas affrontées, et la dernière victoire française remonte à 2011, lors d'un match à Toulouse. Cela fait une éternité. Cette semaine de préparation est particulière. Mathieu Jalibert et Cameron Woki fêtent leur anniversaire, mais le temps n'est pas à la fête. Cameron Woki, repositionné en seconde ligne par Fabien Galtier, est devenu incontournable dans ce rôle. Son impact physique sera crucial face à l'armada sud-africaine. La semaine s'annonce intense. Les Box, connus pour leur domination physique, ne laissent aucun répit à leur adversaire. Leur célèbre rush défense est redouté. Une montée ultra rapide et coordonnée qui met une pression constante sur le porteur du ballon. En fait, ils mettent tellement d'intensité sur le premier rideau qu'ils imaginent que l'équipe adversaire n'a pas le temps d'être lucide et de voir qu'il y a de l'espace. Mais si on est bon sur cette phase de reconstruction qui est chaque fois les rucks, qu'on est prêt à regarder, on va trouver des espaces. Pour affronter ce défi, des nouvelles têtes font leur apparition. Reda Wardi, appelé pour sa première sélection, s'apprête à tenir tête à l'un des packs les plus redoutés du monde. De son côté, Jonathan Danty, dans une semaine très personnelle, célèbre la naissance de son fils. Une émotion particulière accompagne la remise des maillots, un moment toujours solennel. Pour ce choc au sommet, le décor est planté. Le stade Vélodrome de Marseille, qui est un chaudron bouillant, accueillera cette bataille qui s'annonce titanesque. L'ambiance promet d'être électrique, les contacts violents et les Box arrivent avec un palmarès intimidant. Ils dominent le rugby mondial depuis des années, sous la houlette de Rassi Erasmus, un entraîneur aussi clivant que brillant. Stratège hors pair, Erasmus n'hésite pas à jouer à la limite du règlement et à la limite de la correction dans la presse. Son influence est telle qu'il a révolutionné certains aspects du rugby sud-africain. Les statistiques ne sont pas en faveur des Bleus. 7 défaites consécutives contre les Box. Antoine Dupont, qui a été auteur d'un grand chelem en l'absence d'Olivon juste magique, conserve son rôle de capitaine. Putain, on la lâche jamais. Même à la 60, 70e, 80e. Ils vont checker à chaque fois, on garde la liaison sur les gars tout le temps. Ensemble, dès qu'on joue ensemble, on est invincible. Si on joue ensemble, on est invincible. Ok? On y croit, les gars. Dès que ça va être dur, pensez à Bernie. Pensez à Paul, là, qui aurait aimé le match. Il n'y a pas de fatigue, on n'a pas le droit d'être fatigué, on doit tout. 1, 2, 3 Coup d'envoi donné par Romain Ntamak, c'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Le match tient toutes ses promesses dès le coup d'envoi. L'intensité est palpable, chaque contact résonne dans le Vélodrome comme un coup de gong. La France, bien décidée à montrer qu'elle peut rivaliser avec les champions du monde, fait preuve de réalisme dès la deuxième minute. Thomas Ramos, le maître buteur, ouvre le score sur pénalité. Contrairement aux préjugés, les Sud-Africains ne se contentent pas de jouer dans l'axe. Ils exploitent les espaces avec brio. Qui récupère dans un deuxième temps, il peut sortir les bras pour Ntamak, l'accélération de Romain Ntamak dans le couloir, Ntamak qui feinte la passe, il a mis le pied en touche. Les Bleus répondent présents. L'intensité monte encore d'un cran. À la 17e minute, Peter Steph Dutoit, élu meilleur joueur du monde en 2019, déblaye violemment Jonathan Danty qui est au sol. L'arbitre n'hésite pas. Carton rouge. L'exclusion du troisième ligne sud-africain change la physionomie du match. Les Français, galvanisés, enchaînent les temps forts. Portés par un public en fusion, les Bleus pilonnent la défense sud-africaine. Le relais dans l'axe de Grégory Aldrit et ça avance. Bien aidé par Gelon, quelle séquence des
Français avec Baye au soutien. Dupont, il y a du monde sur les extérieurs. Antonio pour créer un point de fixation à nouveau. On s'approche de la ligne. 5 mètres maintenant à faire. Aldrit auprès. Soutien, toujours aussi propre. Voilà, le ballon sort vite. Dupont pour Gaël Ficou, position de hors-jeu. Avantage en cours. Dupont qui retourne avec Baye. Essai de Cyril Baye. Sous les poteaux sud-africains, l'équipe de France réalise une entame parfaite. 20 minutes de rêve. 11-0 au compteur pour le 3e essai international de Monsieur Cyril Baye. 13-0 après 20 minutes de jeu. Incroyable! Les champions du monde semblent étouffés par cette équipe de France déchaînée. Mais les Springboks ne sont pas champions du monde pour rien. Leur force réside dans la profondeur de leur effectif. Ils n'ont pas 8 avants, mais 16, tous de niveau équivalent. Rassi Erasmus joue une carte maîtresse en faisant entrer Malcolm Marx avant la 30e. Considéré comme le meilleur talonneur du monde, Marx amène tout de suite un impact physique énorme. Sur une pénale touche à 10 mètres de l'embut français, il conduit son pack sur un ballon porté dévastateur. Dans ce mol. Et Colissi, il l'avait même pas vu, Monsieur Barnes, il avait le bras tendu. Et le capitaine Colissi va inscrire un essai sous les poteaux qui relance complètement l'Afrique du Sud dans cette première mi-temps. À la 31e, le score est désormais de 13-10. Les Boks sont revenus dans la partie. L'intensité du match atteint des sommets. Le nombre de protocoles commotion est inédit. Winnie Antonio, Jonathan Danty, Thibaut Flamand côté français doivent sortir pour se faire examiner. Thomas Ramos ajoute 3 points avant la mi-temps. Thomas Ramos, impeccable dans cette première mi-temps, le buteur de l'équipe de France qui permet aux Bleus d'avoir 6 points d'avance. 16-10 à la pause. Dans la tête, ils sont câblés, ils savent qu'ils veulent faire. Ils vont nous faire des molles, nous enfoncer, des mêlées, nous enfoncer, venir chez nous marquer des points. Faut pas les laisser faire, là on tombe dans leur jeu, il n'y a rien qui se passe, mêlées, touches. Faut qu'on se réveille, faut qu'on provoque les choses. Ce que vous avez fait sur les 20 premières minutes, c'est extraordinaire, je vous le dis, c'est extraordinaire. Sur les attitudes et ce que vous avez fait. Et là on continue, c'est tout, il n'y a rien de plus. D'accord? C'est simple aujourd'hui. Aujourd'hui c'est simple. Soyez connectés, soyez solidaires, d'accord? S'il y en a un qui sort shooter, l'autre il reste à l'intérieur. Là où ils sont grattés le ballon, c'est sens, et on arrête de bouger. Donc s'il manque du monde, c'est coup, bam, on bascule avec les avants, les centres on bascule avec les avants, sens, on récupère la pénalité, ou on marque comme on a fait ici. Allez, encore, allez, bien ça. Ok, allez, bien, allez. Au retour des vestiaires, les Springboks, bien décidés à reprendre l'avantage, frappent dès la reprise. Cheslin Colby, transformé en buteur pour l'occasion, ajoute 3 points. Thomas Ramos réplique pour maintenir la France devant. Le bras de fer est engagé et chaque détail compte. Et puis, le drame arrive. Il retombe sur la tête. Il n'est pas en position de récupérer le ballon, donc il doit s'effacer. Ça va faire carton rouge malheureusement. C'est la règle. Il n'y a rien à dire. C'est la règle. Rien à dire. À la 47e minute, carton rouge pour Antoine Dupont. Le capitaine français est exclu. Le match bascule. Il se jouera désormais à 14 contre 14. La pression est désormais immense sur les épaules françaises. À 5 mètres de leur ligne d'en but, les Bleus subissent les assauts furieux de ces joueurs féroces. La défense résiste autant qu'elle pleut, mais sur une inversion, l'autre ailier supersonique des Boks, Kirkli Arendse, trouve une faille et aplatit en frein. De Kitchoff auprès, ils font mal sur chaque impact, ces Sud-Africains, ils gagnent leur duel pour l'instant. Qui s'est sacrifié, tout comme Taofi Fenois, De Klerk dans le fermé maintenant, le roux, allez attention. Est-ce que Gelon a pu attirer le pied d'Arendse en touche pour l'instant, et c'est validé par Monsieur Barnes. À la 55e minute, l'Afrique du Sud reprend l'avantage 20-19. À cet instant, le match semble bien mal embarqué. Les Sud-Africains creusent l'écart avec une nouvelle pénalité, mais la France ne lâche rien. Chaque faute est sanctionnée et aucune équipe ne parvient à se détacher. C'est un véritable duel au couteau. La France accuse toujours un léger retard. Mais à 7 minutes de la fin, un carton jaune sud-africain offre une lueur d'espoir. C'est dévié avec Benzema. Repris à 1 mètre de la ligne, ils ont alterné l'équipe de France là sur ce lancement de jeu. Wookie qui jette un coup d'œil près de la ligne. Il reste quelques centimètres à faire. Allez, être patient, avantage en cours. Il a franchi la ligne. Il a bloqué. C'est accordé. Essai de Falatea accordé par Monsieur Barnes. Incroyable, encore une fois, ce renversement de situation. Cette équipe de France est capable de tout. Mais attention, Monsieur Barnes. Il va voir si c'est porte de temps, à mon avis. Mais il reste à tenir.
Les box sont réputés pour leur mêlée fermée. Le pack français, galvanisé, résiste héroïquement et obtient une pénalité à 3 minutes de la fin face au poteau. 3 plans supplémentaires viennent sceller le sort du match. Les Bleus tiennent leur victoire. Jalibert a pris de la profondeur. Allez, il est servi par Lucu. C'est gagné. Elle est là, la 12e victoire consécutive de l'équipe de France face aux champions du monde. La série d'invincibilité se poursuit au terme d'une bataille épique ce soir. Et du coup, ça nous a porté, franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. Même si on est mené au score jusqu'à la 75e, on lâche rien, on arrive à repasser devant et remporter ce match. Donc ça montre encore le caractère de cette équipe face à ce qui s'est fait de mieux en termes de rugby au monde. C'est une victoire marquante car en un an, les Bleus ont littéralement battu toutes les équipes les plus grosses de la planète. La victoire contre l'Afrique du Sud en 2022 restera gravée comme un moment fort de cette année 2022. Les Bleus ont prouvé qu'ils pouvaient résister et battre les meilleures équipes du monde. Mais cette victoire n'a pas été sans conséquences. Rassie Erasmus, le directeur du rugby sud-africain, a fait parler de lui une nouvelle fois en publiant une vidéo montrant toutes les erreurs de l'arbitre lors de ce match. Cette sortie sur les réseaux sociaux a enflammé tout le monde, l'arbitre s'est fait menacer. Et malgré ses excuses, le mal est fait. Cet épisode s'ajoute à une longue liste de polémiques qui impliquent Rassie Erasmus. 2023 s'annonce comme une année charnière. Pour le 15 de France, l'objectif est double, défendre son titre sur le tournoi Destination et aller toucher le Graal lors de la Coupe du Monde en France. Et si les ambitions sont énormes, les obstacles aussi. Avant de se plonger dans cette année de tous les défis, les Bleus concluent 2022 par une victoire relativement tranquille contre le Japon. Ce succès, bien que moins retentissant, rappelle la constance et la progression de l'équipe. Alors que la Coupe du Monde approche, une question reste en suspens. Est-ce que la France sera capable d'assumer son rôle jusqu'au bout? On arrive sur la fin de cette rétrospective sur l'année 2022. C'est des vidéos qui me demandent pas mal de travail de recherche, donc j'espère qu'elles te plaisent. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas fait, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis éventuellement, si tu veux lâcher un pourboire, c'est avec plaisir. Et puis on se revoit pour l'acte 3. Topette l'ami!